Mardi 22 juin 2021. Sur le vif, un balado du Crimis, épisode 25. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Cécile Van de Velde, professeure au département de sociologie à l'Université de Montréal et membre du Crimis. Cécile est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Merci Cécile d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ces dernières années, vous avez travaillé plus particulièrement aussi sur les deux émotions sociales que vous considérez comme majeures pour comprendre l'évolution de nos démocraties. C'est la colère sociale et la solitude. Et comment ces deux émotions, finalement, se sont-elles manifestées au cours de la pandémie chez les jeunes ? Les deux émotions sur lesquelles je travaillais ont été toutes les deux exacerbées, bien sûr, par la crise pandémique. Et de ce fait-là, j'ai monté une enquête avec une équipe qui s'appelle Solitude, colère, espoir, pour justement voir comment la pandémie avait touché ces affects-là, et également l'espoir, pour donner aussi la question des ressources des jeunes dans ces temps de crise. On a fait une 50aine jusqu'ici de récits de vie dans des territoires différents et auprès de milieux sociaux différents. Et ce qui ressort, bien sûr, avant tout sur la colère, sans surprise, parce que les enquêtes ont montré que justement chez les jeunes, il y avait une augmentation de la défiance envers les gouvernements et envers le système en général. Et ça ressort dans les récits de vie qu'on a pu faire avec ce qu'on pourrait dire une politisation très accélérée des jeunes. Je crois, et il faudra attendre quelques années pour pouvoir l'affirmer complètement, mais que la pandémie va poser une empreinte politique très forte sur ces jeunes générations. Donc cette conscience de génération a été déjà présente avant la pandémie chez les jeunes diplômés au Québec. Et c'est vrai que là, on voit un renforcement de ce discours avec une thématique, non pas du sacrifice, qu'on va peut-être retrouver davantage dans les pays européens, mais une thématique justement de la confiscation. L'idée que, même si c'est pas forcément la faute, en tout cas, des gouvernants, mais qu'il y a comme une jeunesse confisquée, un temps mort, un vieillissement très accéléré des trajectoires, et donc une empreinte, une conscience que la vie d'une cohorte, d'une génération en général a été touchée. Mais on a vu aussi chez d'autres jeunes l'augmentation des rhétoriques anti-système. Là aussi, elles étaient présentes avant la pandémie, on les voyait monter, des formes de colère souterraine, parfois avec des ennemis, une difficulté à nommer contre qui on voudrait adresser sa rage, ou sa frustration, son sentiment d'injustice. Et là, on a vu dans des discours donc que ça aille vers des rhétoriques un peu plus populistes ou des rhétoriques un petit peu plus complotistes. Mais on voit effectivement l'augmentation dans ces récits de vie des rhétoriques anti-système qui sont alimentées en fait par le sentiment d'injustice ou de frustration, ou parfois juste d'oubli. On a oublié ma situation à moi. Et enfin, il y a aussi quelque chose qui est apparu assez fortement, c'est une conscience accrue des inégalités sociales, raciales, territoriales. Et donc, c'est vrai que, et on le sait par les informations, par les médias, la pandémie a mis au jour des groupes sociaux qui ont été particulièrement touchés. Et dans les discours, on a pu voir cette résonance-là. Beaucoup de jeunes se disant, par exemple, privilégiés dans certains cas, et d'autres nommant très fortement les inégalités sociales, raciales, genrées, qui ont été touchées par la pandémie. C'était très frappant. Et également la référence au mouvement Black Lives Matter, donc avec la mort de George Floyd. Sur la question de la solitude, la rhétorique était très forte et puis dans les enquêtes statistiques, on voit que le sentiment de solitude a été très partagé chez les jeunes générations. Là aussi, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. Depuis quelques années, dans les pays occidentaux, on voyait la solitude des jeunes augmenter fortement, même dépasser le sentiment de solitude des aînés. Et donc, c'était un phénomène social nouveau et la pandémie, là aussi, l'a mis en valeur. Et ce qui est frappant dans les récits de vie, c'est surtout, plus que la solitude relationnelle, donc le manque des autres, c'est l'évocation d'une solitude existentielle. C'est-à-dire que la pandémie, comme elle a bousculé les vies, elle a entraîné bien sûr dans les trajectoires une forme d'enfermement, avec une incertitude sur l'avenir, elle a entraîné un face à soi, une rencontre avec soi, une rencontre obligée avec soi, avec ce temps long d'enfermement associé à des projets qui ont été remis en cause pour la plupart, et donc la question du sens de sa vie, la question des choix, puisque la pandémie a incité les jeunes à rebondir très vite et à adapter leur trajectoire. Comment est venue bouleverser notre rapport au temps, cette pandémie, et en particulier pour les jeunes ?
Au début de tous ces récits de pandémie, on a eu un peu le même script partagé par tous les jeunes, c'est-à-dire que les premiers confinements a été vécu comme un basculement majeur, une rupture un peu dans les vies, avec une première période de sidération. Et cette sidération a été marquée aussi par l'apprentissage d'un nouveau temps des vies, et ça touche bien sûr pas que les jeunes. Et ce temps, il est apparu comme un temps paradoxal, c'est-à-dire à la fois un temps qui s'accélère, parce que justement dans les parcours, la crise sanitaire a entraîné des changements majeurs au niveau familial, au niveau amical, au niveau des projets d'avenir, au niveau des études, de l'emploi, etc. Et donc, ça a entraîné une accélération très rapide des vies avec justement des discours de vieillissement accéléré, de l'impression de vertige par rapport aux changements vécus. Donc, un temps long des vies qui s'accélère, mais parallèlement, et c'est là le paradoxe, un temps quotidien qui s'épaissit, qui se ralentit, qui se fige parfois, avec justement ce temps des journées extrêmement évoqué, un temps d'enfermement, à la fois d'enfermement dans un présent, et donc ce basculement, ça a fait aussi le gouffre du désœuvrement, c'est-à-dire que ce temps vide à remplir, à structurer, a été quand même un enjeu très fort dans les récits, dans les trajectoires, avec souvent une perte de motivation au quotidien, notamment pour les jeunes face aux écrans, donc les jeunes étudiants. On a vu énormément l'évocation des addictions. Donc ça se révèle aussi dans les statistiques, mais des addictions donc multiples, notamment au cannabis, aux jeux vidéo, parfois au sport, etc. Donc on a vu l'évocation énormément d'addictions et l'évocation aussi du corps, parce que cette immobilité forcée a été extrêmement intériorisée, individualisée, et donc c'est reflété dans le corps pandémique qu'on a retrouvé très largement évoqué, à la fois par les jeunes femmes et les jeunes hommes, et donc un corps parfois le reflet d'une immobilité forcée, donc ce corps qui ne répond plus ou alors s'élargit, etc., et donc devient le reflet des difficultés vécues. Le rôle des inégalités sociales est apparu également très prégnant, parce que certains vont pouvoir avoir les ressources financières, temporelles, pour pouvoir repositiver ce temps de la pandémie, et donc réajuster très rapidement les parcours et pouvoir se réapproprier ce temps pour pouvoir ressentir encore d'être sujet dans sa vie, tandis que d'autres vont sombrer, vont glisser un peu dans le gouffre pandémique. Et donc ceux qu'on a vu glisser, justement, on a appelé ça les trajectoires de blocage, parce que eux n'ont pas eu accès à des ressources, que ce soit étatiques, que ce soit familiales, des ressources financières minimales qui ont permis de se projeter dans l'avenir. Et donc, eux ont vécu la pandémie comme le cumul des épreuves. Une épreuve d'emploi, d'abord, qui s'est traduite par une épreuve financière, souvent la rupture des liens amicaux, parfois de couple, etc. Et donc, comme un jeu de domino, l'ensemble des trajectoires devient complètement bloqué, mis à l'arrêt par la pandémie. C'est en particulier vrai pour des jeunes qui étaient déjà fragilisés avant ou alors très vulnérabilisés parce qu'ils étaient en projet, notamment des jeunes issus de l'immigration qui étaient en projet d'intégration sociale au Québec, ou des jeunes, notamment par exemple en Gaspésie, qui étaient déjà vulnérabilisés avec un seul emploi temporaire et qui n'avaient pas assez travaillé pour pouvoir accès à la PCU, par exemple, et donc sans ressources, et pour qui justement la pandémie a résonné comme une perte de contrôle radicale, une déprise complètement sur la vie et l'enfermement dans une logique de survie avec l'incapacité de se projeter à l'avenir. C'est chez eux qu'on a vu les plus grandes difficultés de santé mentale, également les plus grandes difficultés en termes physiques. Souvent, ça se répercutait, ça allait ensemble, et parfois avec un problème justement d'accès aux ressources. À l'opposé, on a vu des jeunes qui pourtant étaient déjà vulnérabilisés, mais qui ont eu accès dans cette pandémie à des ressources, soit de la famille, qui ont pu cohabiter avec leurs parents, par exemple, ou qui ont eu accès à la PCU ou au maintien de l'aide sociale, et qui, eux, au contraire, ont pu avoir le temps, grâce à ces ressources financières, la sécurité existentielle, le temps de réapproprier ces vies. Et comme ils étaient en général dans des trajectoires de pression sociale, relationnelle, dans une vie qui était vécue comme insatisfaisante, souvent avec l'image du parcours du combattant, une qui parlait justement d'une vie robotique. Le temps de la pandémie, ce temps nouveau, a été plutôt codé positivement, avec cette logique qu'on a appelée, nous, le répit. Le répit, la respiration, avoir droit à un petit peu de temps dans sa trajectoire pour avoir une distance critique à la vie d'avant. Et donc là, plutôt quelque chose de retrouvailles avec soi. Donc c'était certes minoritaire, mais existant dans nos récits de vie.
Et enfin, un troisième type d'expérience qu'on a pu voir de ce temps pandémique, on l'a appelé l'usure, parce qu'au début, les trajectoires ne sont pas fondamentalement remises en cause par la pandémie, souvent des étudiants qui sont en plein cycle d'études, qui ont été déjà financés par des bourses, ou des jeunes qui n'ont pas perdu leur emploi salarié. Et eux n'ont pas été remis en cause, mais ils ont eu quand même l'épreuve de l'isolement, et c'est plutôt sur le temps long là que les difficultés en santé mentale sont apparues. Ce qu'on voit aussi, c'est que la crise de la pandémie a eu tendance à ce qu'on appelle refamilialiser les parcours, c'est-à-dire à remettre les jeunes dans leur famille, leur inciter à mobiliser les ressources familiales, que ce soit le logement, l'aide financière des parents pour tenir le coup pendant cette période. Et ce qu'on voit, c'est que ça accentue le poids croissant des ressources de la famille d'origine. Certains appellent ça le retour des héritiers, qui justement va accentuer ces inégalités à l'intérieur d'une génération. Donc on peut voir qu'à niveau individuel, l'aide de la famille est certes salvatrice, mais finalement, au niveau social, ça accentue encore, ça exacerbe cette dialectique inégalitaire à l'intérieur des jeunes générations. Et quels défis attendent justement la jeunesse dans un monde post-pandémie? Quelles pourraient être les mesures qui pourraient être prises pour réduire les dynamiques inégalitaires qui ont été évoquées et pour redonner espoir à cette génération? Pour moi, il faut des politiques de jeunesse qui jouent sur 3 tableaux. Le premier tableau, c'est justement de sécuriser au maximum les trajectoires de jeunesse et en particulier une période qui est très déterminante dans les parcours où justement il y a des gouffres de pauvreté. C'est la période entre 18 et 25 ans qui aujourd'hui est peu couverte par les aides publiques. Donc au Québec, il y a déjà l'ouverture des aides sociales des 18 ans, mais elles sont très conditionnées. Par exemple, avec qui on vit, elles sont finalement aussi assez faibles. Elles ne permettent pas toujours d'avoir la mobilité de recherche d'emploi. Les logiques de logement qui sont de plus en plus difficiles pour les jeunes, notamment dans les grandes villes, et on le voit en ce moment à Montréal. Donc, aider à l'accès au logement et aussi la question du décrochage. Aider, par exemple, à des formations courtes, aider le retour aux études pour pouvoir avoir un levier dans les trajectoires. Ça, c'est pour moi un premier socle. Ce que serait une politique qui puisse construire les parcours de jeunesse. Un second, ce serait l'inclusion démocratique. Ça me semble majeur. Inclure au maximum la voix des jeunes dans l'action gouvernementale, aussi peut-être mener les jeunes au vote avec plus de proportionnel. Et enfin, des politiques structurelles. D'oser avoir des investissements structurels, que ce soit dans l'éducation, dans les questions d'environnement, dans certains secteurs d'avenir, pour pouvoir ouvrir les perspectives des jeunes générations et avoir un message d'ouverture qui peut jouer justement sur l'optimisme des jeunes et donc la confiance en soi et la confiance en son avenir. Et quels seraient les messages clés que vous aimeriez communiquer aux intervenants qui travaillent auprès des jeunes adultes qui nous écoutent présentement? Je trouve que ce qu'ils font a beaucoup de sens. La rencontre humaine peut être déterminante au point de vue de ces jeunes-là. Je vois aussi à quel point un levier dans un parcours peut changer l'ensemble d'une vie. J'ai conscience aussi qu'ils peuvent parfois se retrouver au front d'un système qui ne leur donne pas forcément les moyens d'agir financièrement, d'agir avec le temps qu'il faudrait auprès de ces jeunes. Donc j'imagine qu'il peut y avoir parfois un sentiment d'impuissance, mais que de ce que j'entends des jeunes, en tout cas, de leur trajectoire, l'importance de l'accès à la parole, de l'accès à l'écoute. Et j'entends des jeunes qui disent que justement des intervenants sociaux leur ont offert ça, qui permettent de leur faire ressentir comme sujet pendant un moment et parfois de se reprojeter dans une trajectoire où ils ont perdu le contrôle. Et enfin, j'aimerais leur dire que s'ils ont la possibilité, les ressources et l'envie, je crois que ce serait très intéressant qu'ils puissent relayer ce qu'ils vivent au front de cette situation auprès des jeunes vulnérables, qu'ils puissent relayer ça au maximum dans le débat public.